Bonjour. On entame le module 3, qui est le dernier de cette lignée dans la formation. Aujourd'hui, c'est ça, je vais partager mon écran tout de suite, là. En même temps, ça va vous permettre de suivre. Je vous invite aussi à ouvrir vos outils, évidemment. Donc, je me vois pas. Actuellement, je me vois. Une petite seconde. Je pense que j'ai pas fait share screen. Voilà. Ça passait proche, hein? Une chance que je commence à être habituée avec cette chose-là. Voilà. D'accord. On y est. Donc, on est à la fin de cette formation-là. Il nous reste 3 séances. Aujourd'hui, c'est la séance 1 de 3. On va parler de plan de contingence, donc votre protocole de gestion de crise. À l'intérieur de ça, il devrait y avoir différents aspects, différents éléments qui composent votre protocole de gestion de crise. Donc, on va discuter des niveaux d'urgence, des membres de la cellule de crise, qui devrait composer votre cellule de crise, les rôles et responsabilités de chacun. On va aussi, dans la séance 2, continuer à discuter du protocole de gestion de crise. Mais là, on va parler des procédures de communication, des procédures d'opération standard, puis on va parler de la rétroaction, l'importance de faire le suivi-évaluation. Vous l'avez mentionné, entre autres, dans la séance en direct du module 1. Puis, finalement, à la 3e séance, on va vraiment parler du plan de contingence, donc l'élaboration, entre autres, de procédures d'opération standard. On va aller un petit peu plus en détail là-dedans. Le plan de sécurité, là, donc on attaque le bas de notre plan de sécurité qui est la partie sur la gestion de crise. Comme vous voyez, c'est toujours tout interrelié. Vous voyez aussi que la gestion de crise comprend 2 aspects majeurs. Donc, le protocole de gestion de crise. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qui est responsable de quoi? Qui fait partie aussi de cette gestion de crise-là? Puis ensuite, en dessous, on a les procédures d'opération standard qui viennent appuyer, dans le fond, notre cellule de crise, qui permet justement là, de ne pas avoir à improviser et de s'assurer que tout le monde sait c'est quoi qu'on a à faire advenant une situation X ou Y. Un plan de contingence, c'est un vocabulaire que vous utilisez, là, certains d'entre vous, dans les PMO. C'est similaire à ce que nous, on utilise comme mot au niveau de la gestion de crise. Okay? Donc, votre plan de contingence, bien, c'est la planification, c'est le résultat de la planification advenant que, puis c'est le transfert vers une concrétisation. Donc, on a planifié, mais l'utilisation de notre plan de contingence, c'est quand on a identifié des risques, puis qu'on s'est mis à les planifier, okay? Puis on a développé nos différentes tactiques pour garder notre stratégie qui est toujours de maintenir nos gens en sécurité. Hein? Donc, c'est quoi les différentes tactiques qu'on met en place advenant une situation pour la résorber le plus efficacement possible? Donc, c'est une réponse planifiée à une situation anticipée. Okay? Donc, quand on parle de devoir d'élaborer des scénarios pour pouvoir justement anticiper certaines situations, c'est là que quand on planifie notre réponse, que ça fait partie de notre plan de contingence. On va évidemment, on peut pas, personne n'a vraiment les ressources pour développer un plan de contingence pour tous les risques ou tous les scénarios possibles. C'est entre autres pour ça que celui de la pandémie, au niveau de la COVID-19, il y a très peu d'organisations qui étaient prêtes dans son ampleur, parce qu'on ne pouvait pas imaginer que ça allait arriver. Ça ne faisait pas partie des scénarios anticipés. Donc, il faut regarder vraiment c'est quoi la probabilité que quelque chose arrive, ce serait quoi l'impact que si quelque chose arrive, puis en fonction de tout ça, on va prioriser ce qu'on va développer. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est tout ça va être déclenché quand notre plan original, dans le fond, que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans nos activités.
Donc, comme je vous disais, le protocole de gestion de crise, les POS font partie de votre plan de contingence. Puis chez nous, chez Aléa, on appelle ça la gestion de crise. Donc, c'est juste une question de vocabulaire. Ici, on l'utilise, le mot plan de contingence, parce que c'est quelque chose qu'on nous a demandé chez Activer Changement. Par contre, comme vous aurez pu réaliser, c'est qu'on n'a pas tout changé nos outils pour adapter. On se dit que vous êtes assez grand pour comprendre qu'il y a un parallèle entre les deux. Ce qu'on veut aussi prendre le temps de vous spécifier, c'est qu'il y a des sections dans votre plan de contingence qui ne sont pas à divulguer publiquement. Okay? C'est pas, oui, les procédures d'opération standard, on veut les remettre à nos voyageurs, mais le protocole de gestion de crise en lui-même, le document, c'est quelque chose qui devrait être réservé à votre cellule de crise. Peut-être à l'intérieur de votre protocole, il y a certaines sections que vous voulez partager, mais d'office, ce ne serait pas quelque chose qu'on partage de facto, justement. Donc, votre gestion de crise, c'est un protocole. À l'intérieur, on adresse la cellule de crise. Okay? Pourquoi on a une cellule de crise? Bien, comme je vous dis toujours, c'est protéger l'intégrité physique et morale de nos personnes. On veut aussi s'assurer qu'on a une bonne gestion de nos parties prenantes. Hein. Vous avez des partenaires, vous avez des collaborateurs. On veut s'assurer qu'on en fait une gestion saine. Notre cellule de crise va nous aider à déterminer la stratégie pour résorber un événement le plus efficacement possible. On veut éviter l'improvisation. Qui fait quoi? On ne sait pas. Qui est là? Non, c'est clair, c'est écrit, c'est détaillé. Puis aussi, c'est que pendant qu'on a une crise, bien, on veut que nos activités au Canada ou sur le terrain se poursuivent. Donc, des fois, on a une crise qui n'est pas nécessairement critique puis qui implique tous les voyageurs partout à travers le monde. Ça implique une personne, un groupe. Mais pendant ce temps-là, le reste de nos opérations se poursuivent. Donc, il faut un protocole va nous aider justement à vraiment être structuré puis ne pas hypothéquer trop les gens qui participent à la résolution. Un exemple d'une table des matières, d'un protocole de gestion de crise, on le voit ici. Par contre, dans les outils qu'on vous a donnés, on vous a donné protocole de gestion de crise. Dedans, il y a une table des matières et il y a des schémas. Okay? À l'intérieur de la table des matières, il y a un petit peu plus de détails. Là. Justement, on nomme les annexes. Le type d'annexe pourrait se retrouver à l'intérieur de votre protocole de gestion de crise. Ici, on a mis dans le PowerPoint ce qu'on va discuter là, au fil des prochaines minutes, puis dans la séance 2. D'abord, il faut identifier nos niveaux d'urgence. Il faut les classer. Okay? Donc, nous autres, on vous propose quatre différents... c'est pas nécessairement des niveaux, parce que le dernier, c'est pas un niveau, mais 4 grandes catégories là, pour classer vos niveaux d'urgence. Il y aurait l'urgence de l'incident. Okay? Donc, celle-là est gérée par votre responsable de l'activité. Okay? Un incident, c'est quelqu'un qui a perdu son porte-monnaie, c'est quelqu'un qui s'est blessé et qui doit passer à la clinique, c'est peut-être un accrochage sur un des véhicules, des choses comme ça. Après ça, l'urgence mineure, c'est quelque chose qui a un impact moyen, puis qui va être géré en collaboration avec le responsable de l'activité et le coordonnateur de la crise. Okay? Donc, ça va être une urgence qui est un petit peu plus significative, qui peut demander un petit peu plus de ressources, un petit peu plus de temps, qui peut demander peut-être une implication financière. Donc, en fonction des rôles et responsabilités à l'intérieur de votre organisation, vous allez vouloir probablement faire ça avec votre responsable de l'activité, votre responsable de projet, votre chargé de projet, votre chargé de région et peut-être le coordonnateur des stages internationaux, par exemple. Donc, quelqu'un qui a un petit peu plus de pouvoir au niveau hiérarchique, qui peut prendre peut-être un peu plus de décisions et qui peut rapporter certaines décisions aussi plus haut. Une urgence majeure, bien, à ce moment-là, c'est une situation à l'impact élevé ou même critique. Puis, cette situation-là va être gérée de façon centralisée par la cellule de crise. C'est là qu'on va mobiliser nos gens à la cellule de crise. Puis, en plus, bien, une situation comme ça peut requérir l'appui de ressources supplémentaires spécialisées, okay, ou peut demander à notre partenaire d'intervenir. Ça ne veut pas dire que notre partenaire ne va pas intervenir dans une urgence mineure ou un incident. L'important, c'est l'impact.
OK? Est-ce que c'est un impact élevé ou critique? Puis, finalement, l'urgence potentielle ou imminente. Donc, c'est une situation qui pourrait évoluer vers une situation d'urgence majeure, OK? Donc à l'impact élevé ou critique. Cette situation-là va être gérée par notre responsable d'activité, OK? Le coordonnateur est informé, puis surtout que, vu que la situation pourrait faire escalade, mais il faut que notre cellule de crise soit prête. Donc notre coordonnateur va informer notre équipe stratégique, puis vous allez voir un peu plus là, comment l'organigramme d'une cellule de crise, pour que l'équipe stratégique soit prête à être mise à profit. Ça, c'est un exemple, mais ça pourrait être différent dans votre organisation. Donc, l'idée, c'est de déterminer ces niveaux d'urgence-là parce que c'est là qu'on sait qui fait quoi, puis quand est-ce qu'on va mobiliser notre cellule de crise. Un exemple, ça, c'est chez un client qu'on a fait, qui est quand même une institution scolaire de grande envergure. Là. Ils ont près de 800 voyageurs annuellement à l'international. Puis, on a déterminé avec eux, donc c'est avec eux qu'on a travaillé, une matrice d'urgence. Okay? Donc, on essaie de toujours rester dans le même style. Donc, on ne change pas de tableau, on ne change pas de couleur. On essaie de vraiment garder ça pour que quand on ouvre des documents, que ce soit clair, simple, qu'on comprenne que rouge, mais que c'est majeur, jaune, c'est mineur, puis que vert, ça va, de manière générale. Là où est-ce qu'on a trouvé que c'était important au niveau de ce client-là, c'était deux choses. La première, on a pensé au nombre de personnes. OK? Fait que si on a une personne à 5 personnes qui sont touchées, ça reste un niveau d'urgence qui est relativement faible. OK? Parce que ça ne demande pas trop de ressources puis tout ça. Mais en fonction des impacts, bien, ça va changer le niveau d'urgence. Là où on a dit que c'était important, c'est que malgré qu'on ait 2 personnes, mais si c'est 2 unités, quand on parle de 2 unités, c'est 2 secteurs de l'organisation. Donc, dans cet établissement scolaire-là, on parlait de si on a un tsunami au Japon, OK, bien, si on a un accident de voiture au Japon, puis dans l'accident de voiture, on a 2 personnes qui sont issus de 2 départements différents. Donc, un qui est dans un projet avec les services aux étudiants, puis l'autre, ben, c'est un professeur qui faisait de la recherche. Okay? Mais les 2 sont dans le même accident. Ben, à cause des personnes qui sont responsables de ces 2 voyageurs-là, ce n'est pas les mêmes personnes. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de la part de 2 départements. Boum! Tout de suite, la cellule de crise est déclenchée parce que ça demande un arrimage des stratégies puis des tactiques à mettre en place. Okay? Donc, c'est une façon aussi intéressante de réfléchir, surtout si vous avez dans un même pays plusieurs types d'activités. Donc, si vous avez des stages PSIJ, vous avez un QSF, vous avez... Tu sais, vous me suivez. C'est ça, l'idée, c'est de vraiment dire, bon, comment qu'on peut déterminer nos niveaux d'urgence? Il faut y réfléchir. Donc, l'exemple ici, vraiment, là, on a vraiment pris le temps de dire, bien, un incident, ça va être géré de façon décentralisée par ta. Une urgence mineure, ta. Une urgence majeure, ta. Donc, c'est vraiment clair comment celle-ci va être gérée. On peut aller encore plus loin. On va déterminer le système de rapportage. Donc, l'incident, par exemple, serait déposé dans un rapport annuel des activités internationales. Donc, à la fin, il y aurait peut-être un tableau dans lequel on dit le nombre de vols, le nombre d'agressions physiques, le nombre de... Fait que c'est répertorié en quelque part. Par contre, quand on arrive dans une urgence majeure, bien là, ça va être quelque chose qui va être rapporté tout de suite, peut-être même au conseil d'administration. OK? Donc, le système de rapportage, c'est sûr que ça devrait être consolidé dans un rapport à la fin là, annuel, mais on n'attendra pas pour rapporter une situation majeure au conseil d'administration. On va le faire vraiment rapidement. Bien, ça pourrait être déterminé aussi en fonction de votre système de classification. Excusez-moi. Donc, comment aussi on va déterminer, si je reviens en arrière, ici,
les impacts. Okay? Qu'est-ce qui est un impact faible, moyen, élevé, critique? Donc, on va aussi le détailler dans un tableau. Donc, pour chacune des différentes catégories, donc physique, psychologique, financier, réputation, partie prenante, opération, okay? on va regarder qu'est-ce que ce serait un impact faible. Donc, ce serait une blessure mineure qui peut requérir une visite médicale, mais qui est non urgente. Okay? A peu ou très peu d'impact sur les capacités du voyageur. Donc, il peut poursuivre son séjour sans problème, il n'y aura pas d'impact sur ses activités. Alors qu'un impact critique, ben, c'est, mettons, une blessure, une maladie grave qui requiert des soins d'urgence, hospitalisation. Il va avoir un impact à moyen et long terme sur les capacités du voyageur, puis ça se peut même qu'on soit obligé de rapatrier. Donc, pour physique, on va déterminer qu'est-ce qui est faible, moyen, élevé, critique, psychologique. La même chose. Quelque chose qui est moyen, on va dire que c'est un état psychologique qui demande une intervention professionnelle, qui a un impact à court terme sur les capacités du voyageur. Versus faible, on n'aurait pas une intervention professionnelle. C'est juste une discussion avec le voyageur, donc notre chargé de projet va s'assurer que tout va bien. OK? Donc, ça va déterminer votre niveau d'impact. Financier, souvent, on va se dire, OK, est-ce qu'on a besoin d'autorisation financière pour avoir accès à des ressources? OK? Donc, si j'ai quelque chose qui demande qui n'a aucune répercussion financière, que je ne dois pas décaisser pour assister, mais ça pourrait être faible. OK? Après ça, moyen, élevé, critique en fonction des autorités financières, des autorisations financières qu'il faut aller chercher, puis aussi peut-être en fonction des montants. Donc ici, j'ai mis des dollars, OK, des signes de dollars à la place de montant parce que ce sera à vous justement de déterminer qu'est-ce qui veut dire un signe de dollar. C'est-tu 100 dollars et moins ou 100 000 dollars et moins? OK? Ce sera à vous de voir comment vous le faites. Au niveau de la réputation, la même chose. On commence à penser à quel type d'impact au niveau faible, critique. Les parties prenantes, la même chose. Puis au niveau des opérations, la même chose. OK? Ça, ce que ça fait, c'est que ça nous aide vraiment à déterminer le niveau d'impact. Parce que si vous vous tournez vers vos équipes terrain, puis vers vos chargés de projet, etc., d'une personne à l'autre, on va dire, ben ça c'est faible, ça c'est élevé. Notre tolérance aux impacts est complètement différente. T'sais. Moi, par exemple, si je voyage à l'international, puis je me coupe un doigt, pour moi, c'est faible, mais pour ma collègue, elle, couper un doigt, devoir aller à l'hôpital, c'est élevé. Donc, ça a un impact sur la prise de décision qu'on va prendre. C'est ça qu'on veut pas. On veut plus que ce soit subjectif, on veut que ce soit objectif. On veut éviter l'improvisation. Donc, de bâtir un tableau comme ça va nous aider à aller se positionner dans notre grille ici, qui sera élaborée en fonction de votre organisation. De quoi ça a l'air une cellule de crise? Donc, il est quand même tôt. Hein? J'enregistre tôt parce qu'il fait très chaud en ce moment. Il fait à peu près, c'est la canicule, là. Donc, je me suis dit que j'allais commencer tôt pour faire ça. Alors, une petite gorgée de café. Donc, votre organigramme, ça, c'est quelque chose qu'on vous propose, évidemment. Puis, de partir de ça, c'est probablement une bonne façon de faire. Ce qu'on propose, c'est de penser à votre cellule de crise comme étant un organigramme à deux niveaux. Vous avez l'équipe stratégique en haut qui, elle, a la vision, connaît l'ensemble des paramètres de l'organisation. Okay? Donc, c'est souvent des personnes avec des responsabilités de cadre. Okay? Donc, on a identifié 4 rôles. Le gestionnaire de la crise, le coordonnateur de la crise, le gestionnaire de l'information et de la logistique, puis le gestionnaire des communications. Attention, ce sont des rôles. Pourquoi je prends la peine de spécifier ça? C'est que vous êtes des PMO et vous n'avez probablement pas assez de monde pour que chacune des lignes ici soit attitrée à une personne différente. Okay? Peut-être que oui, mais probablement pas. Ce qui est important, c'est que les rôles soient attribués. Ça peut être ce qu'on ne voudrait pas, là, mais votre directeur, directrice générale pourrait
avoir tous les rôles de l'équipe stratégique. Toutefois, moi, je propose beaucoup d'amener quelqu'un de votre conseil d'administration, créer d'ailleurs un comité de sécurité à l'intérieur de votre organisation, puis d'aller chercher peut-être des employés qui vont siéger sur ce comité de sécurité-là, mais aussi des membres de votre conseil d'administration, ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir avoir peut-être des gens de votre CA qui vont siéger sur votre équipe stratégique. Okay? Donc, ce qu'on veut, c'est que les rôles soient attribués. Ensuite, l'équipe aux opérations, c'est elle qui va mettre en œuvre ce que l'équipe stratégique a décidé. Okay? De manière générale. Ça ne veut pas dire que le coordonnateur de la crise ne passera pas un téléphone à l'agence de voyage. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ce serait ça l'idéal. Que l'équipe stratégique reste dans la stratégie et que votre équipe aux opérations, ce soit elle qui mette en œuvre. Donc, ce n'est pas nécessairement eux qui ont des décisions à prendre. L'équipe stratégique va dire, on s'en va par là, puis pour y arriver, on doit mettre en œuvre X, Y, Z. Maintenant, on passe le bâton à l'équipe aux opérations. Même chose, on vous a mis des exemples de qui pourrait faire partie de votre équipe aux opérations. Peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'il y en a moins. Ça dépend toujours de votre structure, de votre cellule de crise. Je reviens à votre outil qui s'appelle Outils en lien avec le protocole de gestion de crise. À la page 2, vous avez ça, l'organigramme vous est présenté. Puis, il y a d'autres choses que je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc, l'équipe stratégique, okay, le gestionnaire de la crise. C'est juste pour vous donner des idées, okay, du type de responsabilité qui devrait aller en dessous de chacun des rôles. Okay? Donc, on a le rôle de gestionnaire et ses responsabilités. Okay? Souvent, puis le gestionnaire de la crise, c'est la personne là, qui va justement avoir vraiment là, la vision macro de ce qui se passe. Puis, ça va être quelqu'un qui va vraiment créer des liens aussi avec votre conseil d'administration. Okay? Souvent, ça va être votre directeur général qui va parler à votre président de conseil d'administration, par exemple. Toujours dépendamment de la structure, puis votre culture organisationnelle et votre réalité. Peut-être que ce n'est pas possible. Mais nous, ce qu'on vous dit, c'est que ça doit être identifié, puis ça doit être clair. Donc, peut-être que c'est la personne qui va déterminer qu'on active la cellule de crise, assurer le rôle de porte-parole de la crise, ou déléguer la tâche, faire l'annonce initiale de mauvaises nouvelles à la famille ou aux proches, ou déléguer la tâche. Donc, vous voyez, là, c'est important de déterminer qui fait quoi à ce niveau-là. Le coordonnateur de la crise, lui, il va analyser le niveau d'urgence. Quand l'information va rentrer, peu importe votre point d'entrée de l'information, est-ce que c'est à l'adjointe administrative, est-ce que c'est le responsable de projet, est-ce que vous faites affaire avec une ligne d'assistance 24/7. Quand l'information rentre, on établit c'est quoi le niveau d'urgence. Puis quand on a un niveau d'urgence majeur, donc on va se référer au gestionnaire de la crise qui va déclencher, qui va activer la cellule de crise. Mais ça prend quelqu'un qui prend le temps d'analyser. Le coordonnateur de la crise devrait être quelqu'un qui connaît quand même bien les projets puis le terrain. Okay? On ne lui demande pas de connaître les projets dans le détail. Okay? Fait que donc, ça serait votre coordonnateur qui supervise peut-être les différentes activités que vous avez, mais ce n'est pas nécessairement la personne qui gère les activités, dépendamment de la grosseur de votre organisation, évidemment. Le coordonnateur de la crise, c'est lui qui va assurer le pont entre l'équipe stratégique et l'équipe aux opérations, qui va être capable d'évaluer les conséquences potentielles sur les voyageurs. Puis, dans le fond, il va, entre autres, évaluer là, avec l'équipe aux opérations la possibilité de poursuivre les opérations sur le terrain ou peut-être d'avoir à rapatrier les voyageurs. OK? Ça, c'est des exemples de choses que cette personne ferait. Maintenant, le gestionnaire de l'information, ce qui est important, là, c'est que... Ce qui est vraiment important, c'est que quand on gère une situation, que l'information soit toute à la même place. Okay? Advenant qu'il y a nécessité de faire des suivis, évaluations par la suite ou que vous avez une poursuite judiciaire, ce qui est important, c'est que vous ayez un journal des opérations, que vous ayez un document, un moyen de centraliser cette information-là. Okay? Donc ça, c'est super important, puis ça prend quelqu'un dans l'équipe stratégique qui va le faire. Souvent, on me dit, ouais, mais tu sais, c'est pas une tâche d'une adjointe administrative, ça pourrait, OK? Sauf que
ce que je veux que vous gardiez en tête quand vous allez déterminer qui fait ça, qui a ce rôle-là, ben c'est que ce qui se discute au niveau de l'équipe stratégique peut contenir des informations que vous ne voulez pas révéler à d'autres personnes. Okay? C'est ça qui est important. C'est de comprendre que l'équipe stratégique pourrait discuter de sujets qui sont vraiment stratégiques et qui concernent seulement qu'un certain niveau dans votre organisation. Donc, c'est entre autres pour ça qu'on sépare l'équipe aux opérations et l'équipe stratégique. T'sais. C'est sûr que ça se pourrait que vous ayez des réunions, que tout le monde est là, mais il faut faire attention à ce qu'on dit dans ces rencontres-là pour que ça reste quand même confidentiel et qu'on ne dévoile pas des informations qui ne sont pas nécessaires là, pour ces personnes-là. Donc, c'est comme ça qu'on va penser à qui on va attribuer ce rôle-là. Puis, ben, vos systèmes de gestion d'information, c'est le temps de les mettre en place. C'est pas quand il va y avoir une crise. Okay? Fait que ça, il faut commencer à penser comment qu'on documente, comment qu'on communique par courriel, par SMS. Par SMS, là, est-ce que vous êtes capable, après ça, d'aller chez votre fournisseur téléphonique pour les imprimer, par exemple? Tout ça est important. Finalement, la dernière personne au niveau de l'équipe stratégique, c'est le gestionnaire des communications. Donc, peut-être qu'à l'intérieur de votre organisation, vous avez quelqu'un qui est capable de faire ça, qui a les compétences. Dans d'autres organisations, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un sous-traitant, un contractuel, pour que si jamais on a besoin, on va faire rentrer ce contractuel-là. Donc, des responsabilités qu'on voudrait demander à notre gestionnaire des communications, bien, c'est entre autres de développer avant la crise un plan de com, à qui on va s'adresser, peut-être des gabarits de communiquer. Faudrait que cette personne-là ait de l'information de base sur les projets. Surtout si on est pour sous-contracter une firme, si on veut que celle-là soit efficace, une firme ou une personne, si on veut qu'elle soit efficace, bien, il ne faut pas qu'elle commence à connaître notre organisation quand la crise va avoir lieu. Il faut que cette personne-là soit au courant de notre culture, de comment on fait les choses, puis que vous ayez des communications avant. C'est ça. Surtout gérer les médias sociaux, effectuer une veille stratégique de tous les canaux de communication, c'est très, très important. Quand vous êtes une petite moyenne organisation, dans une petite communauté, ça va vite. Hein? C'est pas long que TVA Nouvelles, Radio-Canada pourrait être dans le stationnement de votre organisation. Donc, vous voulez bien gérer les messages, puis comment les gens parlent aussi de ce qui se passe. Quand on arrive à l'équipe aux opérations, bien, on a notre responsable de projet qui pourrait agir en tant que point d'entrée. Donc, ça pourrait être lui qui répond au téléphone advenant qu'il y a quelque chose ou qui reçoit le courriel. Il va collaborer beaucoup avec le coordonnateur de la crise, va appuyer aussi l'équipe stratégique. Souvent, c'est quelqu'un qui connaît très bien le projet, qui connaît très bien le terrain. Donc, il va être capable de conseiller l'équipe stratégique sur la culture, la politique, les lois, les procédures locales, le profil des voyageurs aussi. Donc, cette personne-là va connaître ces détails-là qui doivent être transmis à l'équipe stratégique pour que celle-ci prenne les meilleures décisions possibles. Puis, bien, on peut lui demander d'agir à titre de porte-parole auprès de l'équipe aux opérations. Le responsable de la liaison avec les proches. Okay? Quand on a une situation majeure qui implique différents voyageurs, ou même un seul voyageur, on ne gère pas juste le voyageur, on gère aussi sa famille ou les gens qui lui tiennent à cœur, donc les proches. La personne qui devrait être responsable de cette liaison-là, de cette relation-là, ça devrait être quelqu'un qui est très sensible, très empathique, qui est capable justement là, de gérer la famille, parce qu'une famille peut rapidement devenir notre ennemi. Okay? Donc, il faut bien la gérer, il faut bien l'accompagner. Puis, il y a différentes façons de faire. Donc, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer. Hein? Il faut se préparer à cette rencontre-là. Si c'est une grosse mauvaise nouvelle, bien, cette nouvelle-là va probablement venir de notre gestionnaire de la crise, mais il faut être présent pour pouvoir
prendre le bâton ensuite, parce que le gestionnaire de la crise, c'est pas lui qui va gérer notre famille par la suite, là. Il va se retirer du dossier et passer le bâton à notre responsable de la liaison avec les proches. Développer notre stratégie de communication, ça, c'est cette personne-là ferait ça. Se tenir informé de la situation, d'évolution, parce qu'on veut un portrait clair pour être capable de savoir qu'est-ce qu'on dit puis qu'est-ce qu'on ne dit pas à notre famille. Puis l'idée, c'est pas de cacher des choses, c'est que des fois, on n'est pas certain d'une information, donc on ne va pas la dire tout de suite. Okay? Mais si on n'est pas certain d'une information, puis on peut pas la valider non plus rapidement, ben il faut des fois le dire quand même sous toute réserve. Donc, c'est touché, là, cette relation-là avec les proches. Référer, si besoin, à des services professionnels, parce que cette personne-là, c'est pas nécessairement une travailleuse sociale ou un psychoéducateur ou un psychologue, un psychiatre. Puis probablement, tu sais, si on en vient à juger que c'est important que les proches se rendent à destination pour être auprès du voyageur, ben nous, on recommande fortement de ne pas juste mettre la personne dans l'avion, mais bien de l'accompagner. Parce que sinon, on se ramasse avec une deuxième potentielle situation sur le terrain. Des fois, les proches ne parlent pas la langue locale, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas eu de formation pré-départ. Donc, c'est important là, de les accompagner à ce niveau-là. Votre partenaire, bien là, on en a parlé dans un autre, dans le module 2. C'est quoi ses rôles et responsabilités en matière de sécurité? Okay? Donc, c'est à vous vraiment de les élaborer. Ça, c'est des idées ici. Puis, de les mettre dans votre entente là, avec votre partenaire. Fait que ça serait de fournir le soutien nécessaire à la cellule de crise, selon les clauses privées au protocole d'entente, on l'a même écrit, peut-être assurer les relations avec les organisations et les autorités locales. Si vous avez un groupe avec un accompagnateur, l'accompagner dans des tâches administratives et logistiques. Donc, votre partenaire doit aussi, c'est vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Donc, avoir la capacité d'identifier des ressources additionnelles nécessaires sur le terrain qui doivent répondre à des besoins spécifiques. Donc, un porte-parole, peut-être un spécialiste au niveau médical, peut-être de la sécurité armée, peut-être un soutien psychologique. Donc, ce serait le type de responsabilité qu'on lui donnerait. Finalement, l'accompagnateur, bien souvent, ça va être la personne qui va veiller là, sur la sécurité de l'ensemble des voyageurs, va collaborer au soutien psychologique du groupe. Fait que ça, c'est important, hein, former nos accompagnateurs à être une extension de notre protocole de sécurité, une extension dans le fond, l'accompagnateur, c'est lui qui va aussi prendre la culture de la sécurité, puis l'amener avec elle ou avec lui à destination, puis s'assurer que cette culture-là est toujours en place malgré qu'on a changé de lieu. Faire la liaison entre le terrain et le responsable de projet, mettre en place les procédures de gestion de crise d'appui au groupe, collaborer activement à la résolution. Donc ça, c'est la même chose. Hein? Quand on a des accompagnateurs, on va vouloir, comme nos partenaires, on peut se dire que c'est un partenaire, mais avec un lien contractuel un peu différent. On peut se dire quelles sont les responsabilités qu'on veut transférer à l'accompagnateur. Puis évidemment, il faut s'assurer que notre accompagnateur est en mesure de prendre cette responsabilité. Dans l'organigramme, au départ, il y a la présence de l'adjointe administrative. Donc, je n'ai pas détaillé les tâches là, à ce niveau-là. Ce sera à vous de déterminer justement le type de tâches que la personne pourrait faire. Donc, séance 2, on va poursuivre avec les procédures de communication, les procédures d'opération standard, puis on va parler de rétroaction. Donc, j'espère que c'était clair, que ça vous aide un petit peu à justement mieux comprendre là, comment on monte un protocole de gestion de crise. Alors, je vous souhaite une bonne journée, puis en espérant que vous êtes motivés là, pour la séance 2. À tout à l'heure.